Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de notre série et aujourd'hui on va voir ce que c'est que l'État. L'État avec un grand E. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, nous avons deux repères philosophiques. Le premier c'est origine-fondement. L'origine est le début du processus de création, c'est-à-dire le commencement. Donc on a pour exemple 1789. Le fondement, lui, c'est plutôt le principe sur lequel se repose la validité et la légitimité de cette création, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Puis nous avons également en fait et en droit. Donc en fait c'est ce qui est, alors qu'en droit c'est ce qui devrait ou doit être. Quelques définitions. Tout d'abord l'État, puisqu'on parle de l'État. Je précise État avec un grand E, parce qu'avec un petit E c'est un État comme l'état de la matière. Donc l'État avec un grand E, c'est l'ensemble des institutions, des organisations et ou des individus qui exercent du pouvoir et de l'autorité sur un peuple ou un territoire donné. Ou les deux. Quand l'État est souverain, il est incontesté. Puis nous avons la politique, à ne pas confondre avec le politique. Donc le politique, c'est une personne qui fait de la politique, et la politique, c'est l'organisation concrète des affaires de l'État. L'étymologie du mot politique vient du grec polis, P-O-L-I-S, qui veut dire cité-État, et politikos, qui veut dire les affaires de l'État, les affaires publiques d'organisation de la vie sociale. Il faut bien faire la différence entre le et la politique, je précise. Puis nous avons le despotisme, donc là c'est la tyrannie et l'usage arbitraire du pouvoir. La régulation, c'est imposer des normes. Bon, la régulation, on l'utilise principalement en économie. Machiavélique, on verra, c'est en référence au philosophe Machiavel. En fait, quelqu'un qui est machiavélique est fourbe et immoral, puisque Machiavel, lui, était un penseur amoral. La bureaucratie, alors là c'est un peu plus compliqué. Pour Tocqueville, la démocratie, c'est une forme de despotisme doux qui, en organisant les citoyens peu à peu, les prive de leur liberté et de leur autonomie. Puisque, par exemple, s'il faut faire 15 000 papiers pour créer une entreprise, tu ne pourras plus créer d'entreprise finalement, parce qu'il faut bosser beaucoup pour ça. On a également l'acte de propriété, qui est simplement un papier reconnu par la loi qui assure le droit de propriété. Et enfin, la cité, donc si vous tombez sur le mot cité, c'est simplement que c'est en fait l'État, mais dans l'Antiquité, notamment chez les Grecs. Maintenant, quelques citations. Tout d'abord, une citation qu'on doit à Weber. L'État consiste en un rapport de domination de l'homme sur l'homme fondé sur le moyen de la violence légitime. Donc en fait, cette citation, ça date un peu, mais maintenant, ça date un peu de 2-3 ans. Mais on l'a beaucoup entendu lors de l'affaire Naël en France. Vous vous souvenez, là où il y avait les émeutes, parce qu'il y a un jeune homme qui a été tué par un policier. Et donc pour Weber, l'État est une forme de domination d'un homme sur d'autres qui est rendue acceptable par l'usage de la violence légitime. Alors la violence légitime, donc là ce qui est intéressant c'est le mot violence légitime, hein, le groupe de mots. En fait, elle est dite légitime quand elle est encadrée par la loi et que c'est la société qui accorde à l'État le droit d'y recourir. En fait, ce qui choque dans cette citation, c'est le fait que il y a une idée de domination. Ce pouvoir, en fait, le pouvoir de la violence légitime repose donc sur un fondement extérieur, juridique et moral. Et puis pour la deuxième citation, je vais d'abord un peu introduire. Dans un capitalisme libéral, l'État n'intervient pas dans l'économie. Or, l'une des raisons de l'État est l'échange. Aristote, dans les Politiques, au IVe siècle avant Jésus-Christ, nous décrit la naissance de la cité. Pour Aristote, l'homme est un animal politique, car il a un langage raffiné. D'ailleurs, ça nous fait penser à la citation « L'homme est un animal politique » du cours sur le langage. Il remarque que l'atome social qui compose la cité, c'est la famille. Chacune des familles engendre des individus aux talents différents. Cependant, aucune des familles ne peut remplir tous ses besoins et désirs seuls. Il convient donc de se mettre en situation d'échange. Cela présuppose deux choses. Pour que l'échange soit nécessaire, il faut un système d'échange, donc par exemple de la monnaie, et il faut l'encadrer et le sécuriser. L'État est fait pour ça. Et donc, lui,
Aristote précise donc, à vivre en dehors d'une société, il faut être soit Dieu, soit bête, puisque personne, pas un humain, peut vivre hors de ce système d'échange, ainsi que la sécurité de l'État. Nietzsche va répondre à celui-là par à vivre en société, il faut être soit Dieu, soit bête, soit philosophe. D'ailleurs, les deux photos là, elles sont pas passées, mais tant pis. Qui est en fait en quelque sorte une ironie parce que il rigolait lui-même parce qu'il vivait un peu hors de l'État. Puis la citation de Machiavel dans Le Prince, qui est très connue, la fin justifie les moyens. On l'a déjà vu, mais je préfère la revoir ici puisqu'elle est en totale corrélation avec notre chapitre. Donc en fait, on utilise des moyens proportionnels à la fin, et la considération morale ne doit pas rentrer en politique, selon Machiavel. On peut faire des actes immoraux dans la mesure du raisonnable, selon Machiavel, si c'est pour préserver l'intégrité sociale. Voilà. Et enfin, une dernière citation qu'on retrouve aussi parfois, parce qu'il y a des gens qui commentent ça dans les vidéos, du pain et des jeux. Maintenant, vous comprendrez ce que ça veut dire, une expression latine. C'est qu'en fait, quand on dit ça, c'est que le divertissement amène à l'obéissance. Prenons le cas des JO ou du foot. Un représentant politique va entrer dans le stade et il va se faire huer puisque les gens ne l'aiment pas. Ou alors l'aiment, mais voilà, on va dire qu'il ne l'aime pas. Mais quand il va répondre il ne faut pas mélanger sport et politique, il s'écarte des revendications du public. Et il va dire oui, non mais profitez les gars, on s'en fout là, on est pour le foot, on n'est pas pour la politique. Tocqueville va dire mais il ne cherche au contraire qu'elle est fixée irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Ça, c'est un extrait de la démocratie en Amérique. Bref, et donc cette citation que je viens de citer nous fait penser à l'expression latine du pain et des jeux. Donc pour introduire l'État, je vous introduis quelques références cinématographiques. Tout d'abord, dans Holy Grail des Monty Python, on étudie la scène de la commune, ou de la vieille femme, où en gros, le roi Arthur cherche un seigneur local, mais il tombe sur une commune anarcho-syndicaliste. Dans cette commune, le pouvoir exécutif est dilué. On peut d'ailleurs parler de l'anarchie d'un point de vue de la doxa, c'est le chaos. Et en fait, dedans, il va avoir, dans cette scène, le roi et un plouc de cette ville, on va l'appeler le plouc, se disputent sur ce qui rend légitime le pouvoir du roi. Le pouvoir du roi est légitime par le droit divin. On peut, notamment, en fait, Arthur, il va être élu par la Dame du Lac et tout ça. Alors que pour celui du plouc, il va dire qu'il est légitime par l'élection. Il a été élu. Voilà. Le plouc dit que la Dame du Lac, c'est une poufiasse et qu'il n'y a rien de sacré dans l'Excalibur. Et le roi Arthur va dire que c'est un truc de plouc, de voter pour élire quelqu'un. Et que le système est bien trop complexe. Mais en fait, là on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui légitime le pouvoir de l'État? Et qu'est-ce qui fait qu'on respecte la police, la justice, etc. Ensuite, on a également une série des fictions, dans American Nightmare et The Walking Dead aussi, où l'État a disparu. American Nightmare en français c'est La Purge, pour info. Et en fait, dedans, l'État a disparu pendant une nuit. C'est une dystopie. Dans le film-là, les gens se purgent d'un point de vue économique et font une catharsis. Ils vont même, par exemple, tuer leurs pires ennemis. Voilà. Dans The Walking Dead, diffusé par HBO et AMC, des zombies arrivent dans un monde post-apocalyptique. Bref, dans ces deux exemples, il n'y a plus d'État. L'homme va redevenir primitif, sauf que le problème, c'est que ça nous fait penser à l'état de nature de Rousseau. Je rappelle, même si on l'a vu, normalement, on l'a vu épisode 3, il me semble. Donc ça nous fait penser à l'état de nature de Rousseau, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un homme hors de la société, à vivre en pleine béatitude. Qu'est-ce qui se passe? Selon Rousseau, il va être tout gentil, tout gentil et qui va aider. Mais on voit en fait dans ces deux fictions que c'est un peu le contraire et qu'il serait plutôt chaotique. Puis maintenant, nous pouvons nous concentrer sur Thomas Hobbes, qui a pas mal bossé sur tout ce qui était État. Donc, tout d'abord, nous avons l'essai du citoyen de Thomas Hobbes, dans lequel
Il dit que l'état de nature rend violent l'homme puisqu'il suit les principes de conservation. Le principe de conservation, c'est en fait préserver son intégrité physique. C'est une loi naturelle en opposition avec le droit positif, ce que l'on appelle aujourd'hui la légitime défense, en fait. Et il y a aussi la deuxième loi naturelle, autre que le principe de conservation, qui explique que chacun a un droit égal sur toute chose. Ça sera le même pommier, par exemple, chez les hommes préhistoriques. Tout le monde possède ce pommier. Voilà. Il y a une concurrence entre les autres humains. Donc, en reprenant l'exemple du pommier, il va y avoir un homme préhistorique qui va s'imposer, qui va dire c'est mon pommier. Alors qu'en fait, de base, tout le monde a le droit au pommier. Nous sommes constamment en danger de mort. Selon Hobbes, l'état de nature est un état de guerre de tous contre tous. L'idée d'Hobbes, c'est ce que veut la raison et la paix. Plus on est en paix, moins on se tape dessus, et plus on vit longtemps. Pour Hobbes, on crée un contrat entre nous et l'État. L'État dispose de toute la violence de ses contractants, sans enlever la légitime défense évidemment. Mais en fait, on dépose notre violence à l'État. Voilà. Puis on peut également parler du Léviathan de Thomas Hobbes, dans lequel, en fait, pour info, le Léviathan c'est un démon de la religion chrétienne, mais c'est aussi un démon de mythologique nordique. Dans le christianisme, le Léviathan mange les âmes. En fait, pour Hobbes, l'État est le Léviathan. Il mange l'individualité pour créer un corps social. En fait, c'est le totalitarisme. Voilà. Puis évidemment, on ne peut pas parler d'État sans la référence principale, Machiavel le prince de Machiavel. En fait, obéit-on à l'État parce qu'on le craint ou parce qu'on l'aime? Et en fait, lequel de ces deux options, c'est la meilleure en fait? La crainte ou l'amour? Machiavel nous dit que quelqu'un qui est craint amène un problème d'obéissance par la peur. C'est la soumission. Ce qui implique des révoltes, car c'est un peuple instable, propice à la révolte. Par exemple, 1789. D'un autre côté, il ne faut pas non plus gouverner par amour, pas totalement. Parce que l'amour, c'est une obéissance par le respect, certes, mais il nous montre faibles aux ennemis. En fait, ce n'est ni l'un ni l'autre, il faut user des deux, selon lui. Il faut prendre l'apparence de l'amour et tous les outils pour s'assurer de son pouvoir, en gros, être amoral et manipuler les gens. Maintenant, quelques références de l'Antiquité. Le criton de Platon et pas le citron de Platon, dans lequel Platon dit qu'on doit tout à l'État et qu'on doit jamais désobéir à cet État. En même temps, il vivait à l'époque des cités grecques, donc il n'y avait pas vraiment de totalitarisme fort. Puis dans La République de Platon, il remarque que le plaisir vient de notre partie animale. L'effort du bien commun est un effort surhumain, selon Platon. Et selon Tocqueville, le citoyen serait soumis à une annihilation patriotique, ce qui renforce l'abstraction de l'autre. En fait, si on focalise une société sur le plaisir, alors la jouissance personnelle devient prioritaire et les citoyens deviennent individualistes. On continue avec De la démocratie en Amérique, publié en 1835 par Alexis de Tocqueville, dans lequel, en fait, c'est un texte très important. Je vous laisse aller le voir sur mon site. Normalement, je l'ai laissé sur mon site. C'est swice.odoo.com/philo. Normalement, il est dans la description. Et en fait, il y a une analyse détaillée dessus. Donc, sur ce texte, il imagine un nouveau despotisme, en essayant de décrire le fonctionnement de l'autorité de l'État. En fait, c'est la philosophie. Il ne parle pas des anciens despotismes comme les monarchies absolues ou encore l'empire de Napoléon qui se caractérise par l'autoritarisme. En fait, Tocqueville, il envisage la tyrannie qui se base sur le plaisir. C'est le despotisme démocratique qui crée une dépendance entre l'État et l'individu. Il va parler de la bureaucratie. En fait, le dernier paragraphe en particulier parle de l'amollissement et de la réduction des individus. Et là, c'est typique de la bureaucratie. Et maintenant, quelques références cinématographiques, parce que pourquoi pas. Nous avons dans Game of Thrones, parce que pourquoi pas, une série inspirée d'un livre de George R.R. Martin, dans lequel Lord Varys, c'est-à-dire la personne là, pose une devinette à Tyrion Lannister, donc c'est lui,
dans lequel il dit un chevalier, un roi et un prêtre entrent dans une pièce, lequel a le pouvoir. Et c'est là qu'en fait, dans cette devinette, on remarque que le pouvoir est attribué à celui à qui on voit attribuer le pouvoir. Si tu dis ouah, Dieu c'est celui qui dirige tout et tout, bah, tu vas plutôt accorder le pouvoir au prêtre. Mais en même temps, le chevalier, il a une arme, il peut tuer quelqu'un. Et le roi, il est riche, il dirige des armées. Donc qui a le pouvoir dans cette pièce? Et on a également la scène du laisser-passer à 38 dans Astérix et les 12 travaux, qui nous montre l'horreur de la bureaucratie. C'est assez ridicule, je vous laisse aller voir sur internet. Bref, Obélix lui va devenir fou, mais Astérix va y arriver. C'est l'image même de la bureaucratie qui va briser les volontés. On passe à un petit quiz pour vérifier vos connaissances. Classe les situations suivantes selon qu'elles soient légales, légitimes ou ni l'un ni l'autre. Même si ça serait un peu de notion de justice. Mais allez, c'est parti. Briser une vie pour sauver un enfant, licencier pour optimiser les profits, diffamer un voisin, vendre des boissons sucrées à l'école, falsifier un chèque, se défendre contre un agresseur avec une arme blanche. Donc, voici la correction. Vendre des boissons sucrées et licencier pour optimiser, c'est légal, mais pas très légitime. Briser une vitre pour sauver un enfant, c'est pas légal, mais c'est légitime. Se défendre contre un agresseur avec une arme blanche, c'est pas légal, mais c'est légitime, parce que c'est la légitime défense. Et enfin, ni l'un ni l'autre, diffamer un voisin ou falsifier un chèque, c'est pas très légal, et ni légitime. C'est pas très légal et pas très légitime. Complète la citation de Weber. L'État consiste en un rapport de domination de l'homme sur l'homme fondé sur le moyen de... Et là, il y a 3 mots. Il s'agissait du moyen de la violence légitime. Qu'est-ce que l'État, dans tous les cas? Un groupe de personnes élues, une structure souveraine qui détient la violence légitime, une organisation du pouvoir sur un territoire, ou une entité chargée de faire appliquer la loi divine. Bon, ici, on ne traite pas vraiment d'état divin, on parle plutôt d'état comme la France. Donc il s'agissait surtout d'une organisation du pouvoir sur un territoire et une structure souveraine qui détient la violence légitime. Associe chaque terme à sa définition. On a autoritarisme, démocratie, despotisme et bureaucratie. Je vous laisse faire pause et voici la correction. Donc, démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Le despotisme, c'est un pouvoir concentré et arbitraire. La bureaucratie, c'est une forme douce de despotisme qui organise et contrôle. Et l'autoritarisme, c'est faire valoir son autorité par l'usage de la violence ou de la force ou même de la crainte. Quel monstre religieux est repris par Hobbes pour désigner l'État? Donc le monstre religieux est le Léviathan. Classe ces éléments selon qu'ils relèvent de l'origine ou du fondement de l'État. Donc pareil, je vous laisse faire pause et voici la correction. Par exemple, l'origine, on aura une conquête militaire, une signature d'un traité de paix ou même le contrat social, comme pour le contrat social de Rousseau. Et un fondement, c'est plutôt la protection des libertés et le consentement du peuple. Quelles expressions latines montrent que le divertissement amène à l'obéissance? Il s'agissait du pain et des jeux. Voilà, merci de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de notre série. À la prochaine. À plus.